c'est amusant parce que, et au moment même où je vais faire ma communication avec vous, au moment même, en Italie, à l'heure où je vous parle, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, est en train de faire une conférence de presse pour présenter les mesures de sa dernière manœuvre budgétaire qui doit engager 35 milliards d'euros pour apporter une réponse, ou du moins un complément de réponse à la situation économique dans laquelle se trouve présentement l'Italie. Et donc c'est curieux, il y a une espèce de concomitance entre le moment où je prends la parole, où je suivais aussi d'un œil ce que disait Madame Meloni sur les journaux italiens. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à la question sur l'impact macroéconomique et sur la situation macroéconomique de l'Italie au moment où je vous parle, je pense qu'il est nécessaire de faire 2-3 remarques avant de centrer mon attention sur l'actualité la plus immédiate d'un point de vue macroéconomique. C'est quelques remarques sur la situation de l'Italie. Tout d'abord, politiquement, l'Italie a connu un changement de gouvernement à la suite des récentes élections qui a très vite indiqué le fait qu'économiquement, il ne faudrait pas attendre de sa part, on va dire, quelque chose de très hétérodoxe, dans le sens où le ministre de l'économie et des finances est issu de l'équipe gouvernementale précédente, c'est-à-dire de l'équipe de Mario Draghi. Donc, et très vite, Madame Meloni s'est inscrite dans le cadre de l'eurozone, ayant peur peut-être d'une tempête financière sur les dettes italiennes et donc sur le marché obligataire. Ça, c'est le premier point. Ce qui explique qu'elle va devoir composer avec le cadre de l'euro. Pourquoi je dis ça ? Parce que, à mon sens, l'Italie comme la France, mais ici ce n'est pas le cadre de mon intervention, mais je le dis en remarque préalable, ce sont, à mon sens, les deux nations perdantes de l'euro. L'Italie, depuis 1999, donc date d'entrée dans l'euro, eh bien, a vu sa situation économique se détériorer, et on peut dire qu'en termes de croissance, ce sont des années de vaches maigres. Et qu'on peut dire qu'il y a un tassement, pour ne pas dire pire, du niveau de vie italien. Malgré le fait que l'Italie conserve une base industrielle extrêmement importante et qu'elle reste aussi un exportateur non négligeable avec des filières et des spécialisations de qualité. Mais en fait, l'Italie, et je ne vais pas le développer ici avant de rentrer dans le cœur de mon sujet, effectivement, arrive dans cette crise avec, si vous voulez, un passé récent et un environnement macroéconomique qui ne lui était pas favorable. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je veux insister. Le troisième point, avant d'arriver au cœur de mon affaire, c'est la position qui est la mienne. Ce n'est pas ce que j'appellerais une position interne. Qu'est-ce que c'est que la position interne ? Il y a tout un discours qui concerne l'Italie qui consiste à dire, en fait, pourquoi l'Italie en est là ? C'est pas du tout l'environnement international qui pourrait jouer un rôle, ce n'est pas son appartenance à l'euro, ce n'est pas les choix qui ont été faits par les différentes politiques économiques conduites depuis 1999. Non, le problème, ce serait l'Italie. Sa productivité, évidemment, n'est pas bonne. L'Italie, évidemment, a un problème avec le travail. Ce pays n'est pas suffisamment compétitif. Et en gros, en fait, c'est un problème interne à l'Italie. Et en fait, si l'Italie faisait les réformes structurelles que l'Union européenne lui réclame, eh bien, tout irait pour le mieux et que, en fait, c'est une question purement interne et proprement italienne et qu'il serait malhonnête ou maladroit d'imputer ça à son environnement en tant que tel. L'Italie n'a eu de cesse de supporter un ensemble de réformes dites structurelles qui affectent son marché du travail, son marché des biens et services depuis son entrée dans l'euro, et cela n'a pas cessé
Mario Monti il y a une dizaine d'années, Draghi maintenant, Matteo Renzi à d'autres moments, et la liste est interminable. Et force est de constater que toutes ces réformes successives, loin de donner du dynamisme à l'Italie, ne lui ont pas fait du bien, si je puis dire. Donc ma position, c'est pas d'accréditer la thèse que le problème est interne à l'Italie. Je ne dis pas que l'Italie en interne et dans ses structures, ne rencontre pas des difficultés, mais en faire un problème purement italien en négligeant l'environnement qui est le sien, à mon avis, est une erreur. Donc, ces quelques remarques étant faites, ce que je veux dire par là, c'est que, et une dernière que je vais faire avant de vous exposer l'impact macroéconomique de la présente situation. La dernière, c'est que l'Italie a aussi été éprouvée, comme bon nombre de pays européens, par la crise de la Covid-19 également. Donc, il faut bien comprendre que cette crise et l'impact de la crise énergétique sur l'Italie arrivent dans un environnement qui n'est pas favorable pour l'Italie, et ça depuis un moment. Tout comme, on oublie de le dire, dernière remarque, que l'Italie a un solde primaire excédentaire, c'est-à-dire que souvent on met en avant la dette italienne, mais on oublie que hors intérêt de la dette, l'Italie dégage des excédents. Et il n'y a pas de quoi de se réjouir de ça, parce que toute cette politique excédentaire s'est traduite par une dégradation des infrastructures publiques, par une dégradation de son système de santé, et que, en quelque sorte, il y a une espèce de régime, plus ou moins d'austérité sous-jacente, qui est à l'œuvre. Donc c'est pour cela que, avant maintenant de rentrer dans les détails très précis de cette situation macroéconomique actuelle, il me paraissait important de savoir d'où vient l'Italie, d'où elle arrive, et malgré tous ces boulets aux pieds, et je persiste à penser que l'euro en est un très important pour l'Italie, eh bien l'Italie conserve un évident savoir-faire, une base industrielle, des spécialisations, une capacité d'exporter. Et ce que l'on ne dit pas aussi assez, je fermerai la parenthèse de ces quelques remarques, un gros problème qui frappe l'Italie, et pas simplement l'Italie, en Europe, c'est le problème démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Italie a un solde naturel négatif, c'est-à-dire donc qu'il y a plus de décès que de naissances, et que l'Italie est un pays qui voit aussi sa jeunesse quitter ce pays, et ça aussi, c'est un problème. Voilà, ces remarques étant faites, il me paraissait nécessaire de savoir d'où l'on parlait avant de rentrer dans des détails plus techniques. Donc, voilà. Alors, je vais, pour commencer, pour aller, partir des données qui nous sont livrées par la dernière note mensuelle de l'équivalent de l'INSEE français, qui est l'équivalent de l'INSEE français en Italie, c'est l'ISTAT. Donc, l'ISTAT, en octobre 2022, dans sa note mensuelle, nous livre quelques informations précieuses qu'il faut conserver. L'ISTAT fait remarquer que l'Italie rencontre une inflation élevée tirée par l'évolution des prix de l'énergie et également le resserrement de la politique monétaire. Dans les principaux pays qui, effectivement, un resserrement de la politique monétaire, ce qui effectivement va avoir un impact sur sa croissance. Mais néanmoins, dans cette note mensuelle, au troisième trimestre, le PIB de l'Italie a tout de même augmenté, et selon les estimations déjà disponibles, plus fortement que la moyenne de la zone euro. L'ISTAT indique que la variation acquise pour 2022 est égale à 3,9%. Toutefois, la production industrielle en septembre a affiché une baisse de moins 1,8%, qui fait suite à la croissance des 2 mois précédents. Donc, en moyenne, pour le troisième trimestre, l'indice a diminué de 0,4%. Donc, on voit un premier paysage, une inflation qui est élevée, un PIB qui, pour l'instant, se tient,
et un indice de base industrielle de 0,4%. En septembre, quant au marché du travail, il y a une certaine reprise du taux d'activité, mais le taux de chômage est resté au niveau du mois précédent, autour de 7,9% des actifs. Quant à l'inflation, l'indice des prix à la consommation harmonisée a progressé de 12,8% en termes tendanciels. Donc, ce qui fait dire que c'est quelque chose d'important, que l'écart inflationniste avec la zone euro s'est creusé par rapport au mois précédent en raison de la hausse supérieure à la moyenne des prix de l'énergie en Italie. Donc, ce qu'il faut observer, c'est effectivement ce que je vais observer dans ma communication, c'est effectivement d'essayer d'évaluer cet impact, et particulièrement de l'énergie, donc qui me paraît nécessaire. Et cet institut précise que, effectivement, les indices de confiance des consommateurs, des entreprises, ont fourni des signes de ralentissement. Donc, et que les ménages, comme effectivement ont montré finalement un regard plutôt sombre sur la suite, c'est-à-dire sur ce qui attend l'économie italienne. Et les entreprises manufacturières ont fait état de coûts et de prix plus élevés. Bien. Et comme obstacle à l'exportation. D'autant plus, je reviens là-dessus, que nous sommes dans une situation où, je le répète, on vit cette crise énergétique aussi en Italie, et pas qu'en Italie d'ailleurs, dans la zone euro, avec le fait que l'on ne dispose pas, d'une monnaie qui permettrait des ajustements nécessaires face à un choc pareil. Enfin, dernière donnée importante, si on observe, donc on voit bien que le marché du travail, se maintient, si je puis dire. Le PIB, quant à lui, n'est pas encore, ne décélère pas, mais on voit bien que la confiance des ménages est plutôt en berne, ou en tout cas faite d'inquiétude, et que l'indice des prix progresse. Élément maintenant, si on regarde sur l'élément externe, c'est-à-dire la balance commerciale italienne, eh bien, on voit que le déficit énergétique entre janvier et août a dépassé 70 milliards d'euros. Donc, une valeur supérieure à celle des années précédentes, 23,1 milliards sur la période de 2021 et 26,6 milliards en 2019. Donc, sans rentrer dans tous les détails, parce que malheureusement, mon PowerPoint m'a planté, mais on peut dire que la balance commerciale italienne est restée négative lors des 8 premiers mois de l'année. Donc, et on se retrouve effectivement également dans une inflation qui a touché le domaine alimentaire. Donc, et ça, c'est une situation plutôt problématique. Donc, si on observe, avant d'élargir la focale et d'élargir le propos, si on observe les premières données, enfin ces données que je vous livre, les dernières de l'Institut statistique italien, on voit bien qu'on a une balance commerciale en berne, un PIB qui tient encore un peu la route, une base industrielle qui connaît des variations plutôt négatives et un moral des ménages plutôt incertain. Donc, à partir de là, on va un peu élargir le propos et essayer d'apprécier plus généralement la situation en termes énergétiques. Donc, parce que l'Italie se trouve aujourd'hui confrontée à différents risques qu'il faut évaluer ces crises, comme la crise pétrolière des années 70, qui avait révélé combien l'Italie vivait aussi dans une dépendance pétrolière, eh bien, sur le fait que l'Italie va devoir affronter une certaine crise gazière, alors que les effets de la pandémie en cours, même si elle est en apparence finie, se font encore ressentir. Donc, on peut dire que l'Italie va essayer, tant bien que mal,
de trouver d'autres sources d'approvisionnement et va augmenter ses importations de gaz venant d'Algérie et d'Azerbaïdjan. L'Algérie est devenue ainsi le premier fournisseur de l'Italie, désormais avec 1,7 milliard de mètres cubes de gaz, contre 1,3 milliard pour la Russie. Et à la troisième place se trouve désormais l'Azerbaïdjan. L'espérance italienne se situe dans le fameux TAP, qui est le Trans-Adriatic Pipeline, le gazoduc qui relie l'Azerbaïdjan à l'Italie, soit 870 km de tubes qui voyagent à 820 mètres de profondeur. Le TAP fournit 10% des besoins italiens et le gouvernement espère pouvoir porter à 14% sa capacité. Mais pour en accroître les capacités, voire les doubler, 4 ans de travaux sont attendus, mais le TAP a été l'objet de profondes discordes politiques en Italie sur les questions environnementales et son extension a été retardée. Donc, ce qui est intéressant à observer, c'est une étude récente qui a été établie par la Confindustria, qui est un organisme patronal italien, sur la situation énergétique en Italie. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où l'Italie a une certaine, évidemment, dépendance. Elle essaye de diversifier ses sources dans ce cadre que je viens de décrire. Dans cette étude très intéressante produite par la Confindustria italienne, qui est effectivement, il y a un travail assez riche qui complète un peu ou qui s'articule avec ce que d'autres organismes italiens sur lesquels j'ai pu observer, ou l'Istat et d'autres choses, nous disent un peu sur cet impact général. Donc, que l'incidence des coûts de l'énergie sur les coûts de production totaux pour l'économie italienne, pour 2022, devrait atteindre 8,8% en 2022, soit plus du double du chiffre correspondant à celui de la France, 3,9%, et près d'un tiers de plus que l'Allemagne, 6,8%. Ce qui se traduirait donc par un écart de compétitivité des coûts de l'Italie avec ses principaux partenaires. Et il en serait ainsi pour tous les principaux secteurs de l'économie, du primaire à l'industrie, en passant par les services. Donc, pour l'industrie manufacturière, l'écart se creuserait surtout par rapport à la France, mais la perte de compétitivité ne serait pas marginale, même par rapport à l'Allemagne. Et cette étude indique que d'ici 2022, l'incidence des coûts de l'énergie pourrait atteindre 8% des coûts de production pour l'industrie italienne, contre 4% avant la crise, contre 7,2% pour l'industrie allemande et 4,8% pour l'industrie française. L'impact plus important pour les entreprises manufacturières italiennes par rapport à la France est généralisé pendant tous les secteurs, tandis que la comparaison avec les entreprises allemandes semble plus variée. Parmi les entreprises à forte intensité énergétique, les dommages de cette crise sont plus importants en Italie dans le bois, les minéraux non métalliques et les produits chimiques. Tandis que le papier et surtout la métallurgie, qui est le secteur italien le plus touché. L'impact risque d'être encore plus important, évidemment, en Allemagne. Donc, et d'autre part, les coûts d'approvisionnement énergétique des entreprises nationales vont augmenter. Et l'impact pour l'Italie se traduit par une augmentation de la facture énergétique estimée entre 5,7 et 6,8 milliards sur une base mensuelle pour le seul secteur manufacturier. L'augmentation correspondante est estimée à environ 2,3 à 2,6 milliards. Donc, la principale raison de l'impact généralisé et significatif de la crise sur l'économie est liée à la forte dépendance, beaucoup plus élevée qu'en France et en Allemagne, de l'Italie à l'égard de l'utilisation du gaz naturel, non seulement comme source de production d'électricité, mais aussi comme intrant direct dans les processus de production. Donc, si vous voulez, pourquoi déjà ces premiers éléments sont très intéressants à garder à l'esprit. Je reviens à ce que je disais dans ma remarque introductive. Nous sommes dans le cadre de l'euro
Et la plupart des politiques économiques que les uns et les autres conduisent sont un peu sous le signe d'une recherche de compétitivité en comprimant les coûts du travail, les coûts de production de manière générale. Donc ça veut dire que si on se fonde sur ce que dit l'ISTAT, ce qu'on fonde sur cette étude très très intéressante et très fouillée de la Confindustria, eh bien, on se rend compte qu'évidemment, pour la compétitivité italienne, dans le cadre de l'euro, évidemment, cela va se traduire par, évidemment, une dégradation de cette compétitivité. Et je disais en début de communication qu'au moment où j'intervenais, Madame Meloni annonçait, évidemment, ces mesures. Et parmi les mesures, il y a ce qu'on appelle un revenu de citoyenneté, qui est l'équivalent du RSA français avec des nuances. Et Mme Meloni expliquait que pour l'année prochaine, évidemment, les fonds qui étaient affectés au RSA italien allaient connaître évidemment une réduction et que le contrôle des chômeurs allait se faire de manière beaucoup plus stricte, même si cela va s'accompagner d'accompagnement avec de la formation, ce genre de choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, dans un cadre pareil, où la compétitivité se dégrade et que l'action sur les coûts énergétiques, évidemment, vont être difficiles peut-être à contenir, eh bien, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir agir sur la sphère sociale pour essayer de récupérer, évidemment, des fonds, puisque l'État va devoir intervenir d'une manière ou d'une autre dans cette affaire pour soutenir l'activité économique ou les ménages. Et que d'une certaine façon, on va essayer de jouer sur le coût du travail à nouveau, on va essayer de faire des économies sur la sphère sociale, comme on le voit en France avec la réforme de l'assurance chômage, qui est une manière aussi de faire des économies. Donc, en fait, la situation est particulièrement grave en Italie à ce niveau, parce que au cours des 18 derniers mois, par une hausse exceptionnelle des prix de produits de base, qui ont atteint des sommets sans précédent, les hausses de prix ont affecté les différents produits de base dans tous les domaines, non seulement parmi les matières premières, minéraux, énergie, etc., les produits semi-finis, et des augmentations à 2 chiffres dès la fin de 2021. Le gaz naturel, dont le prix en Europe avait déjà augmenté de 421% en janvier 2022 par rapport à décembre 2019, et toujours dans le domaine des matières premières énergétiques, les prix du pétrole et du charbon qui ont connu des hausses significatives. Donc, maintenant, effectivement, en termes monétaires, c'est ça qui est très intéressant, selon les estimations de ce centre d'études, cet impact se traduirait par une augmentation de la facture énergétique italienne, donc entre 5,7 et 6,8 milliards d'euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou par une charge plus importante, entre 68 et 81 milliards sur une base annuelle. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on est dans une situation particulièrement délicate pour l'industrie italienne. Et pas simplement pour l'industrie italienne, c'est quelque chose qui affecte l'Europe de manière générale, de se dire que ce surcoût énergétique peut effectivement avoir des effets d'entrave sur une réindustrialisation qui est un peu sur toutes les lèvres depuis quelque temps maintenant, puisque les crises récentes ont montré la vulnérabilité de l'Europe en matière industrielle. Donc, ici, évidemment, encore une fois, et je le redis, c'est le poids du gaz qui joue aussi un rôle dans le mix énergétique italien et qui explique pourquoi ce pays est particulièrement dans une situation délicate. Sur la base des données d'Eurostat, cette fois-ci, le gaz naturel est la première source de consommation en Italie, tant pour le secteur de la distribution d'énergie, 49% en 2019, qui le fournit ensuite sous forme de gaz et d'électricité à d'autres secteurs de l'économie. Si vous voulez, on se retrouve dans cette situation. Donc, donc, selon les estimations du gouvernement italien, cela pourrait se traduire, cette situation, l'augmentation des coûts de l'électricité et du gaz naturel, selon les estimations du gouvernement italien, cela pourrait conduire à une augmentation allant jusqu'à plus 45% de la facture d'électricité et jusqu'à 30% de la facture du gaz.
Donc, en fait, on est dans une situation où, comme je l'ai dit par rapport à mon introduction et mes remarques liminaires, l'impact macroéconomique sur l'activité italienne risque effectivement d'être particulièrement difficile. C'est pour cela que la dernière manœuvre Meloni, qui est effectivement ce paquet de 35 milliards, bon, ben, c'est un peu un casse-tête général parce que la situation n'est pas effectivement rassurante et cela risque de dégrader un peu plus la compétitivité et la base industrielle italienne et surtout, évidemment, le pouvoir d'achat des ménages. Alors, en quelques minutes rapides, et puis je rends la parole à tous et à toutes, l'État, évidemment, comme bon nombre de pays européens, tente d'apporter des réponses à ça. Mais je le répète parce que j'y tiens vraiment beaucoup, le cadre dans lequel ces réponses peuvent être apportées est un cadre extrêmement contraint. Et surtout, n'oublions pas que dans l'eurozone, le véritable juge de paix, finalement, des politiques économiques, c'est très largement aussi les marchés financiers en tant que tels. Et donc, si vous voulez, pour moi, cette crise qui est très intéressante à analyser, avant de dire quelques mots sur la réponse, elle montre combien l'architecture de l'eurozone, ce que l'on a créé, en fait, fabrique de la vulnérabilité plus qu'autre chose. Parce qu'on le voit bien, par exemple, lorsqu'il s'agit de resserrer les taux d'intérêt, la décision de la Banque centrale européenne se fait rapide. Lorsqu'il s'agit de trouver des solutions au niveau européen, on a droit à une espèce de confusion généralisée. Donc, si vous voulez, on est dans deux temps différents et les États, d'autant plus s'ils veulent intervenir, non plus ou ne peuvent plus trop espérer, même si évidemment la Banque centrale ne laisserait pas faire une nouvelle crise peut-être des dettes souveraines, mais ne peuvent plus espérer le rachat d'actifs comme on le faisait récemment en raison de l'inflation. Alors même que la capacité de la Banque centrale européenne d'endiguer l'inflation présente est une capacité plus que limitée. Donc là, c'est dans ce cadre-là que les États, un cadre très contraint, avec un impact macroéconomique fort, doivent essayer de trouver des réponses. Alors évidemment, les réponses sont un peu communes un peu partout, chacun faisant avec les moyens du bord ou les moyens du bord. Bon, l'Allemagne, elle sort des sommes beaucoup plus importantes. Et donc, l'État italien, avec effectivement des réductions de la TVA à 5% pour le gaz naturel, le renforcement des primes sociales pour les familles en difficulté, la réduction à zéro des redevances du système pour les utilisateurs domestiques et non domestiques en basse tension pour le trimestre. Bon, et donc, grâce à ces différentes mesures, l'augmentation moyenne sera limitée à 29,8% pour la facture d'électricité et 14,4% pour la facture de gaz. Donc là, effectivement, on a aussi une réduction qui a été faite aussi sur le prix de l'essence et du gazole de 25 centimes d'euros par litre pendant une période de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure, etc. Donc en fait, aujourd'hui, l'État italien essaye d'amortir le choc parce qu'en fait, on est dans une situation qu'on peut retrouver aussi chez nous, c'est-à-dire un choc énergétique de cette ampleur, à savoir qui en paye les frais, quoi, les entreprises, les ménages ou l'État. Et donc, pour conclure cette histoire, je dirais qu'effectivement, à travers les chiffres et les données que je vous livrais, l'impact sur l'appareil, comment dire, manufacturier sur les ménages italiens est très élevé en raison de cette dépendance au gaz naturel, et que effectivement cette situation on voit le jour dans une Italie qui, en termes de croissance et de dynamisme, est vraiment en difficulté depuis longtemps du fait, je le répète, selon moi, de son appartenance à la zone euro et du choix de l'euro maintenant qui fait qu'il est complexe d'en sortir. Je veux dire, en tout cas, il faudrait au moins en penser la sortie si on veut la penser. Et que aujourd'hui, la situation de l'Italie, malgré les atouts nombreux de l'Italie, une situation de fragilité évidente, d'autant plus qu'il n'est pas certain que les manœuvres budgétaires à l'œuvre suffisent pour répondre à la crise non simplement macroéconomique, mais sociale qui peut se préparer d'un État qui supporte évidemment un tassement de son niveau de vie
depuis plus de 23 ans, malgré un solde primaire excédentaire. Donc aujourd'hui, voilà ce que je pense pouvoir dire, et on va voir si effectivement le gouvernement italien se maintient dans la durée et s'il a une réponse économique satisfaisante et durable à ça. Et tout ça sera indexé sur la situation internationale, l'évolution des prix de l'énergie. Et l'Italie découvre une nouvelle fois une vulnérabilité énergétique qu'elle avait connue autrefois, mais à mon sens, une vulnérabilité d'autant plus renforcée qu'elle a lieu dans un cadre qui permet des marges de manœuvre limitées et qui est le cadre de l'eurozone. Voilà, je vous remercie.